Bienvenue dans notre rubrique Grand Témoin. Vous êtes bien sur le plateau du JT diplomatique. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la géopolitique de l'énergie avec le cas spécifique de l'électricité. Vous le savez, à l'heure actuelle, beaucoup de pays essayent d'accéder à des ressources. Il y a des pays qui sont régulièrement cités comme étant des pourvoyeurs de ressources naturelles de ce type et la RDC ne fait pas exception à la règle. Pour ceux qui n'auraient toujours rien compris au film, sachez qu'aux dernières nouvelles, le potentiel énergétique de la RDC est de loin supérieur au potentiel minier. On devra donc parler désormais de scandale énergétique plutôt que de scandale géologique. Pour en parler, un expert, quelqu'un qui s'y connaît en la matière, il est à la fois analyste et stratège économique, fondateur et CEO de Al & Consulting. J'ai nommé Monsieur Al Kitenge. Al Kitenge, bonjour. Bonjour Henri. Alors, vous dites souvent, et vous le dites volontiers, que le potentiel énergétique de la RDC est de très loin supérieur au potentiel minier. Expliquez-nous. Pour deux bonnes raisons. La première, c'est que c'est du potentiel inépuisable, parce que nous avons la chance d'avoir notre ressource électrique d'origine hydrique. Ça veut dire que tant qu'il y aura de l'eau qui coulera, nous aurons ce potentiel. Deuxièmement, nous avons le potentiel solaire. Donc, tant que nous serons sous l'équateur, et nous le serons toujours, ça ne changera pas grand-chose. Nous aurons donc ce potentiel. Alors que le secteur minier, vous le savez très bien, fonction de l'évolution de technologie, à un moment donné, nous serons dans des conditions où le peu de ressources qui nous resteront ne seront pas rentablement utilisables. Donc les ressources, ou plutôt les énergies renouvelables dont vous venez de citer, sont effectivement un potentiel inexploité à l'heure actuelle. Selon vous, pourquoi est-ce par ignorance, par méconnaissance des enjeux et défis actuels? J'aime bien ce que vous dites parce que finalement vous mettez le doigt sur la plaie. Je vais vous donner quelques chiffres. Inga, nous disons que c'est 44 000 mégawatts. Les Chinois disent que c'est 52. Mais au-delà de Inga, nous avons Poko et Matadi. Lorsqu'on met ensemble, nous sommes au-delà de 70 gigawatts de potentiel hydroélectrique. Or, on sait que la République démocratique du Congo, on a à peu près une 70aine d'autres sites avec de l'énergie électrique. Lorsqu'on les met ensemble et on met le potentiel solaire, nous sommes aux alentours de 240 gigawatts de potentiel. Pour vous dire quoi, le plus grand barrage hydroélectrique du monde, c'est en Chine. C'est 21 gigawatts. Ça veut dire que, alors vous imaginez, nous avons 240 gigawatts de potentiel hydroélectrique et solaire, et ces gens-là, la Chine avec 1,350 milliard de personnes, ils n'ont que 21 gigawatts de potentiel. Juste une manière de vous dire, nous avons le pétrole de l'Angola, de l'Algérie, du Nigeria et éventuellement du Qatar mis ensemble, c'est ce que représente notre potentiel hydroélectrique. Vous imaginez ce que ça veut dire. Alors votre question, c'est de dire pourquoi on ne l'utilise pas? Par manque de stratégie, pur et simple. Uniquement de stratégie ou de moyens? Non, par manque de stratégie. Je vais vous dire, pour commencer, on a pensé que nous étions un pays, scandale géologique, on a pensé que nous avions beaucoup de ressources minières et nous devrions être en mesure de les exploiter. Aussi vite qu'on a commencé à les exploiter, on se rend compte que sans énergie, on ne peut pas continuer. Ça, c'est une erreur stratégique. La deuxième, c'est de dire, lorsque vous parlez de l'exploitation énergétique, vous ne parlez pas de l'exploitation énergétique, vous parlez de l'exploitation du transport, mais également de la distribution. C'est là que je dis, nous avons de l'énergie, pas pour nous, nous avons de l'énergie pour le continent et probablement pour une partie du monde. Si vous regardez les choses de manière globale, peut-être qu'éventuellement nous sommes là assis comme des enfants qui ont les pieds dans l'eau et qui crèvent de soif. Aux dernières nouvelles, Inga, c'est peut-être une 8e et une 9e phase. C'est hallucinant comme potentiel final. C'est une vraie folie. Vous savez, lorsque vous regardez l'évolution technologique et vous regardez le potentiel que nous avons là-bas, vous vous posez la question de savoir comment on peut avoir 7 à 8% de pénétration électrique dans un pays comme celui-là. C'est juste un manque de vision. Et je pense que les Belges ont pêché, Mobutu a pêché, et les autres aussi d'ailleurs. Hein. Donc il est grand temps qu'aujourd'hui on s'aperçoive que notre levier le plus important, c'est l'énergie, et nous devons être en mesure d'avoir toutes les industries possibles autour de ce potentiel énergétique. Mais pour y arriver, il faudrait que nous ayons la capacité de nous projeter dans les 30 prochaines années. Ça permettrait justement qu'on évite de faire des choses que l'on va terminer dans une mandature. Alors, on va revenir dans le secteur minier et plus précisément du code minier qui a été adopté il y a de cela quelques années. On a une version révisée, on parlera du code minier 1 et 2. Sans énergie, est-ce une erreur ou une faute? Dreaming of a place, anything you wish. Rising from the ground,
light ball around your feelings to the world, chances to be heard. Now you feel right, now you feel fine, heading down the road till you get by the sun. It's always made to find some places you feel right. 'Cause any time is always made to find places you feel right. 'Cause any time is always made to find some places you feel right. 'Cause any time is always made to. C'est une faute grave, parce que n'importe quel économiste moyen ou n'importe quel ingénieur aurait bien pu le savoir. J'ai eu le malheur de le dire plusieurs fois, mais les gens n'écoutent pas quand ils sont intéressés. Vous savez très bien, nous avons aujourd'hui un grand conflit d'intérêts entre les détenteurs de carrés miniers et les décideurs politiques qui se trouvent être leurs partenaires. Et ça a été la plus grosse faute, parce que malheureusement, tout le monde savait que le code minier 1 n'allait pas donner de résultats, le 2 ne donnera pas non plus de résultats. Aujourd'hui, les seuls qui se payent, ce sont les miniers. Mais on a beaucoup plus focalisé sur les recettes fiscales qui pouvaient être générées par l'exploitation des multinationales, alors qu'il y avait un problème de fond qui était beaucoup plus... Le code minier lui-même dit qu'aucune matière première ne pouvait sortir sans être transformée localement. Le prétexte des opérateurs économiques, c'est de dire bon, il n'y a pas d'énergie, donc on fait sortir. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné les carrés miniers? Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a tiré une faute, il faut en tirer toutes les leçons maintenant, être à mesure de dire comment on corrige la question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le focus devrait être fait sur l'énergie. À partir du moment où vous avez l'énergie, vous avez la capacité d'influencer tout le monde. 2, beaucoup de gens vont dépendre de vous. Laissez-moi vous donner une illustration. Vous savez, un pays comme l'Afrique du Sud, si ce pays s'est vraiment impliqué à Sun City pour qu'on se stabilise, c'était parce qu'eux, ils voyaient bien qu'ils atteignaient leurs limites en termes d'énergie et donc leur économie allait reculer faute d'énergie. Ils nous ont stabilisés rapidement pour que nous soyons en mesure de leur donner les moyens d'avoir l'énergie pour être en mesure de continuer à faire avancer leur économie. Nous n'avons pas été au rendez-vous. L'Afrique du Sud est terriblement fâchée contre nous jusqu'aujourd'hui. Vous savez très bien qu'une des économies qui recule le plus sur le continent, c'est l'économie sud-africaine. C'est d'ailleurs pour ça que le Nigeria est passé au-dessus. Et ça, c'est simplement parce que le Congo n'a pas été au rendez-vous. Vous imaginez bien que tous les pays du côté sud n'ont pas eu d'énergie, simplement parce que nous n'avons pas été capables d'énergie. Aujourd'hui, la plus grande bataille entre l'Égypte et l'Éthiopie, c'est simplement parce que nous n'avons pas été capables de donner de résultats. L'Éthiopie dit, je vais me débrouiller pour produire de l'énergie chez moi. Alors les Égyptiens leur disent, vous ne pouvez pas. Sur le Nil, vous allez provoquer des problèmes qui sont liés au changement climatique et nous risquons d'être touchés. Toutes ces questions, et les gens le disent de manière assez claire, la prochaine guerre, elle sera une guerre de l'eau et de l'énergie. À partir du moment où nous, qui sommes assis sur du potentiel énorme, nous ne donnons pas de réponse aux autres, on peut nous déstabiliser. Alors en matière de réponse précisément, on peut effectivement, par extrapolation, considérer que les pays producteurs de pétrole avaient à leur disposition une arme de dissuasion. Pendant très longtemps. Diplomatique. Alors selon vous, Alkitenge, quel rôle pourrait jouer précisément l'électricité dans la diplomatie au niveau régional, continental ou mondial? Et ce, de la part de la RDC, c'est un moyen, un levier pour vous ou pas? J'ai écouté le chef de l'État de manière très attentive et il utilise un mot que les gens ne regardent pas avec attention. Il a dit nous allons être le hub énergétique du monde. Il a dit nous allons créer le World Web of Energy, c'est-à-dire le réseau mondial de l'énergie commencera chez nous. Comment ça marche? Ça veut dire qu'en fait, si nous avons un réseau électrique qui va dans les 145 territoires et qui va jusqu'à l'Afrique du Sud en passant par la Zambie, le Zimbabwe et les autres pays, et si notre réseau remonte jusqu'en Égypte, on est en Europe. Ça sous-entend qu'en fait, les gens qui se battent aujourd'hui avec de l'énergie très polluante peuvent être en mesure de s'approvisionner chez nous. À partir du moment où une partie de l'Europe, une partie de l'Afrique dépend de nous en matière énergétique, qui va nous déstabiliser? Et ça, c'est la puissance que nous sommes censés avoir entre nos mains, que nous n'utilisons pas. Et je suppose en passant que le Congo comprend bien la dimension financière de ressources énergétiques, mais surtout la dimension géopolitique et géodiplomatique de notre pays. Alors la conversion de ce potentiel de la part de la RDC s'imposait, c'était même une évidence
stratégique. Et là, pour le coup, on a vraiment raté le coche. Est-ce que vous mettez cela à l'actif ou plutôt au crédit des conflits, des guerres, des pesanteurs, des problèmes politiques? Non, c'est juste un manque de volonté, de projection. C'est un manque de projection, un manque de vision, de stratégie. Vous savez, tout le monde était convaincu que pour faire Inga 3 jusqu'à 8, ça prendrait 15 ans. On a aujourd'hui des partenaires qui nous disent on peut le faire en 5 ans. Ça sous-entend qu'en fait, nous n'avons pas cherché suffisamment et partout où on parlait de Inga, où on parlait du potentiel électrique, nous n'étions pas là, nous étions représentés. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde nous donne l'opportunité de démontrer à la face de tous les partenaires que nous sommes un partenaire digne. Alors aujourd'hui, nous avons une autorité de régulation des assurances, de la sous-traitance, des communications et d'électricité. Si vous aviez un message à adresser à cette structure en particulier ou aux autres en général, quel serait-il? Ne commettez surtout pas la faute et la bêtise que nous avons commises dans le secteur minier. Nous avons commencé à donner des autorisations d'exploitation minière sans avoir un plan stratégique minier. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les opérateurs miniers s'en sortent, mais nous, pas du tout. Il nous faut donc rapidement un plan stratégique énergétique qui permettra de savoir quel rôle nous allons donner à notre réseau intelligent de distribution, quel rôle nous allons donner aux exploitants producteurs, quel rôle nous allons donner aux exploitants dans le secteur de transport et avec quelle efficacité nous allons à la fois donner l'énergie structurante et l'énergie domestique. Alors avec la zone de libre-échange continentale africaine, le moins que l'on puisse dire, c'est que la RDC a une carte à jouer, très concrètement. Énorme à jouer. Alors quelles seraient, selon vous, Alkitenge, les stratégies qui pourraient être mises en place pour pouvoir précisément redonner cette place que nous attendons depuis très longtemps de la RDC dans le concert des nations? Toute la question est de dire, si vous avez de l'énergie de qualité et à des prix acceptables, ça veut dire qu'en fait, vous devenez l'industrie du monde. Tout le monde viendra mettre les industries chez vous pour être en mesure de produire, y compris pour le marché continental. Il est important que cela soit sous notre leadership. Parce que si nous ne le faisons pas, vous savez ce qui va arriver, les gens vont vous demander de leur envoyer de l'énergie chez eux pour être en mesure de produire chez eux. C'est à nous de créer des zones locales ici, où nous avons des conditions beaucoup plus attirantes, de sorte que les gens soient en mesure de ramener leur industrie ici. Et nous avons là une carte extrêmement importante à jouer. Et ça, c'est une question transversale entre les finances, l'économie, le commerce, mais également toute la stratégie énergétique. Et ça demande que nous ayons un plan stratégique de développement, qu'on soit en mesure de nous projeter dans les 30 prochaines années. Ça nous permettra de nous projeter dans les 15, dans les 10. Alors seulement, le président pourra avoir la capacité de se projeter dans sa mandature de manière intelligente et efficace. Votre dernier mot, Alkitenge? C'est difficile de vivre dans un pays à haut potentiel et vivre pauvrement. C'est presque une insulte à l'intelligence collective. Réveillons-nous ensemble, mettons nos intelligences collectivement au service de la République et bâtissons ici et maintenant une grande nation que nous allons léguer à nos enfants. Alkitenge, merci. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau grand témoin.